Bien, bonjour à tous et toutes. Voilà, merci d'être venus aujourd'hui. Je remercie Marie Aigné et le comité d'histoire de la ville de Paris, ainsi que toutes les personnes qui ont contribué à cette organisation, voilà, de m'avoir invitée aujourd'hui dans le cadre de cette exposition sur le Paris de la modernité, qui du coup saisit un petit peu, voilà, traite aussi de la période de la Première Guerre mondiale, comme vous avez pu le voir si vous avez déjà visité l'exposition. Donc ce qui m'a intéressé dans cette proposition, c'était d'essayer de voir comment est-ce que ce moment de la mobilisation d'août 14, que vous connaissez toutes et toutes, notamment si vous avez suivi un petit peu le centenaire de la Grande Guerre, voilà, donc l'idée ici, c'était d'essayer de voir comment est-ce que un des effets de la mobilisation de la Première Guerre mondiale, de cette guerre totale donc de 4 ans, modifie profondément le visage et l'atmosphère de Paris. C'est d'ailleurs perçu comme ça quasiment immédiatement par la population parisienne. Alors, donc certes, Paris, alors pas tout de suite, au début du conflit, est assez proche du front, plus éloigné à partir de l'automne 14 jusqu'en 1918, mais donc la Première Guerre mondiale qui transforme globalement toutes les sociétés qui sont en guerre, qui transforme les paysages, on connaît ceux du front, a aussi un impact extrêmement important à Paris, qui finalement en 1914 se présente comme une ville qui a été profondément transformée depuis les travaux d'Haussmann dans la deuxième moitié du XIXe siècle, où le métro a été inauguré un peu plus d'une dizaine d'années auparavant, et où la ville s'incarne. C'est des éléments qui sont très bien traités dans l'exposition, en particulier par tout un rythme trépidant incarné par les nouveaux moyens de transport, le métro, les autobus, les automobiles aussi, et qui incarne aussi tout le divertissement, la liberté qui est associée à la ville lumière, dans tout le mythe de la ville lumière qui s'est bâti autour de ça. Alors, quelques éléments rapides de contextualisation qui sont connus, mais ce moment de l'entrée en guerre à Paris se traduit immédiatement par un profond changement démographique, qui est le départ des hommes. C'est 880 000 Parisiens qui sont mobilisés pendant la Première Guerre mondiale. Alors sur les 4 ans, il n'y en a pas 880 000 qui partent tout de suite à l'été 14, mais la plupart en fait des hommes sont la première vague de mobilisés quitte Paris au cours du mois d'août. Et donc vous avez une capitale qui est féminisée, avec une moyenne d'âge plus élevée aussi que d'habitude. On l'a dit, c'est une ville de l'arrière aussi, mais qui est aussi parfois menacée par les bombardements. Et donc surtout, cette dimension symbolique de la capitale, capitale française, mais aussi à l'échelle européenne, toute cette mythologie associée à Paris, en fait une ville qui est constamment observée, critiquée pendant la Première Guerre mondiale, et qui est à l'origine de deux images assez contradictoires de la ville, à la fois une ville qui serait embusquée, égoïste, qui continuerait à s'amuser pendant que les soldats risquent leur vie d'une part, mais néanmoins aussi une dimension qui est celle d'une capitale qui participe à l'effort de guerre par différents aspects que j'essaierai d'expliquer. Et donc, on a bien une transformation immédiate de l'atmosphère de la capitale qui est perçue par les Parisiens, mais aussi par les observateurs étrangers qui passent à Paris pendant le conflit, les Alliés, comme un retour à un état de nature qui serait antérieur à la civilisation, qui brouille les repères de la population et qui provoque aussi un certain sentiment de malaise, une forme de nostalgie très ancrée de ce Paris de la modernité qui soudain semble disparaître, qui est beaucoup moins visible qu'il l'était auparavant. Ce premier aspect, il s'incarne en particulier dans le calme qui saisit les villes de la capitale, où les grandes foules disparaissent, la vie en extérieur, dans l'espace public. Alors il y a des moments un petit peu, on peut distinguer différents moments, notamment donc, les tout premiers jours de août 14, où vous avez souvent vu ces photographies qui montrent la concentration des soldats dans les grandes gares, notamment gare de l'Est, gare du Nord, où ils sont accompagnés par la foule des Parisiens, des familles qui les accompagnent. Une concentration donc, dans les gares et de la population qui les accompagne. Et malgré ces foules qui sont autour des gares, les témoins signalent une disparition des bruits habituels de la capitale. On n'entendait pas, beaucoup de pas, les soldats qui traversent à pied
la ville, et aussi un murmure continu des conversations, une sorte d'agitation un peu inquiète et silencieuse, hein, qui correspond à tout cet état d'esprit, hein, anxieux des départs résolus de août 14. Et à partir du mois de septembre, et ça correspond aux photographies que vous avez sous les yeux, presque tous les soldats sont partis de la capitale, et beaucoup de témoins, en fait, traduisent cette absence d'animation dans les rues. Donc on l'a dans les témoignages, un type mémoire, journaux qui ont été tenus par des Parisiens pendant la guerre. Et c'est aussi quelque chose qui a beaucoup intéressé les photographes. Alors évidemment, photographier des revues à Paris, c'est quelque chose qui est facile, hein, en fonction de l'heure à laquelle vous prenez votre photo. Mais néanmoins, ces deux photographes, donc Charles Lancio, qui a fait beaucoup de photographies, notamment des premiers jours de la mobilisation, autour de Denfert-Rochereau, dans ces quartiers du sud de Paris, où ici, hein, il va aussi rue de Rivoli, il se promène en fait dans Paris et il saisit en fait ces photographies de grands boulevards parisiens à des heures qui sont habituellement animés, hein, et on le retrouve dans les titres que lui-même fait à cette occasion, hein, la circulation des voitures, très intense en temps ordinaire, aujourd'hui est nulle. C'est son point de vue, hein, qui s'affiche en légende de ces photos. Et de même, rue de Livoli, on est autour du numéro 90, où il dit aussi un des coins les plus animés de Paris en temps ordinaire. Là, on est à la fin du mois, c'est vraiment ce moment, hein, où en fait, il y a eu à la fois une réquisition des hommes, mais aussi, hein, des voitures, des différents moyens de transport, chevaux, automobiles, pour les armées qui vident complètement les rues de la capitale. Alors ça contribue à une atmosphère assez triste, décrite aussi comme vide, une impression de solitude, hein, qu'on retrouve dans les témoignages, dans la presse aussi, hein, parisienne de l'époque, et qui fait écho aussi à la limitation des réjouissances publiques, qui est liée à la proclamation de l'état de siège à Paris, hein, au mois d'août, et qui conduit à l'interdiction de la musique, des fêtes et des bals, interdiction aussi des réunions bruyantes. Alors ça, c'est quelque chose qui est assez difficile à illustrer visuellement, mais néanmoins, là aussi, hein, c'est un aspect qui a intéressé le photographe Charles Lancio, qui prend cette photographie d'une ancienne crieuse de journaux qui ne peut plus crier ces journaux dans la rue, puisque c'est interdit par la préfecture de police de Paris. Hein. Il y a aussi ce contrôle de l'opinion, hein, qui se met en place à ce moment-là, et qui, devant la gare Montparnasse, hein, a trouvé un autre moyen de le faire en portant une banderole avec le titre, hein, des journaux qu'elle vend. De manière plus générale, hein, finalement, cette disparition d'un certain nombre de bruits qui faisaient l'atmosphère des capitales, on la voit aussi dans la suspension de toutes les grandes fêtes qui faisaient l'animation parisienne, par exemple au moment du 14 juillet, au moment du Nouvel An aussi, lors du Mardi Gras, qui sont soit interdites, soit silencieuses, ou par exemple en 1915, c'est des choses qui spontanément ne se font pas par la population. Et ensuite, à partir de 1915-1916, finalement, il y a une forme de retenue, parce qu'il y a aussi les familles qui connaissent le deuil. Enfin, il y a un poids, hein, de la guerre qui continue à limiter ces festivités. Par exemple, hein, au moment du Nouvel An, au moment du 14 juillet, il y a possibilité d'installer des commerces, des camelots comme d'habitude, mais néanmoins, les manèges, par exemple, tout ce qui pourrait paraître un petit peu trop festif est interdit, de même que toutes les grandes fêtes ou espaces de divertissement, hein, parisiens, qui sont soumis à ce contrôle des bruits. Dans les arrêtés que prend la préfecture de police pour contrôler ces bruits, hein, ils indiquent « Les réjouissances publiques seraient de mauvais goût, personne n'y a cœur en ce moment ». L'idée ici, c'est bien sûr d'être à la hauteur du sacrifice, hein, du soldat, mettant cette espèce en mettant en veilleuse, hein, les bruits de la ville. Dans la presse, on trouve aussi des descriptions d'un silence qui est qualifié de provincial, ou le silence d'une ville de campagne. Alors ça, c'est quelque chose qui est assez typique, notamment de la manière dont est vécu le changement d'atmosphère dans les quartiers centraux de Paris. C'est quelque chose qui est moins vrai dans les quartiers périphériques, les quartiers populaires, hein, de la deuxième finalement ceinture des arrondissements de Paris, on va dire
du 11e au 20e, hein, à peu près en équivalence des quartiers d'aujourd'hui, où là, c'est moins respecté dans ces quartiers populaires, où la presse se rend moins aussi, vous avez moins de reportages, vous avez moins aussi de présence des photographes. Et là, on va quand même trouver un petit peu des chansons de rue ou des moments un peu plus festifs, par exemple dans les cafés, qui sont des endroits où les familles se rendent au moment des retrouvailles avec les soldats qui reviennent du front, hein, pour leur semaine de permission. Alors, du point de vue des Parisiens, un des aspects les plus sensibles, c'est la fin de l'engorgement des rues. Alors, il y a plusieurs salles, hein, dans l'exposition qui sont consacrées à cette question des transports et comment cette révolution des transports, notamment automobiles, a modifié les déplacements dans Paris et incarner la modernité. C'était le cas, par exemple, hein, dans cette frise des moyens de transport, qui était un des panneaux. Je vous ai mis le panneau le plus... enfin, le dernier panneau, le plus récent, de la grande frise des moyens de transport à travers les âges, qui témoignait dans cette grande exposition universelle de 1900 à Paris, où vous aviez aussi le palais de l'électricité, hein, de comment est-ce que les transports, finalement, ils avaient bouleversé le visage de la capitale et la manière dont ils incarnaient aussi cette modernité, cette frénésie, hein, parisienne, la facilité aussi à se déplacer, comment c'était une commodité, hein, quotidienne pour les Parisiens, notamment le gain quand on se rendait sur son lieu de travail. Alors de fait, hein, le trafic annuel des bus et des tramways à Paris et pour toute la région parisienne, alors l'équivalent département de la Seine, hein, c'est 500 millions de voyageurs à l'époque. Il y a 8 lignes de métro qui sont en fonctionnement en 1914 et la grande surprise des Parisiens à partir de août 1914, c'est de découvrir le calme des rues. Ce calme des rues, il tient en particulier à la réquisition des différents moyens de transport. Alors, les chevaux, mais ça touche plus le monde paysan. À Paris, ça va être aussi la réquisition des autobus, notamment pour servir au transport de la viande frigorifiée. Donc, vous avez ici plusieurs photographies, donc extraits aussi de l'illustration. On a beaucoup de séries de cartes postales qui sont un moyen de représenter cette mobilisation de la capitale où les Parisiens se sont privés de leurs moyens de transport modernes au profit des soldats pour permettre un certain nombre de services, hein, de transport, ici alimentaires. Alors, vous voyez, donc on reconnaît, hein, la forme habituelle, hein, des bus parisiens de l'époque. Néanmoins, ils ont été réaménagés, c'est-à-dire on a enlevé tous les sièges. Vous voyez sur le côté qu'il y a des plaques qui ont été mises en particulier pour les protéger de la lumière, parfois des aérations qui ont aussi été créées en bas pour permettre, hein, le transport de la viande frigorifique, où on a mis à l'intérieur en fait des crochets de boucher, hein, qui servent à transporter la viande des entrepôts à l'arrière du front jusqu'au cuistot du front qui la prépare pour les soldats. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Hein. La plupart en 1914, hein, des véhicules, des lignes de bus parisiennes, hein, participent à ce transport militaire. De la même manière, hein, vous avez 2/3 des taxis parisiens, hein, qui sont réquisitionnés pour servir au transport militaire. Alors, c'est d'ailleurs une des origines, hein, du mythe des taxis de la Marne, hein, que vous connaissez, hein, qui ont été réquisitionnés, alors pas gratuitement, hein, les chauffeurs de taxi ont été dédommagés, hein, pour cela, mais réquisitionnés pour participer notamment à la bataille de la Marne les 6 et 7 septembre 1914, hein, en transportant 6000 soldats, hein, des troupes du camp retranché parisien, pour les amener sur le front de la Marne. En pratique, il y a quand même une limitation pour les Parisiens des moyens de transport, qui est sensible au quotidien, puisque le vélo
redevient massivement utilisé et volé. Il y a une recrudescence des vols de vélos qui deviennent plus indispensables qu'avant 1914. Des fiacres qui sont tirés par des vieux chevaux qui n'ont pas été réquisitionnés par l'armée. Donc c'est un retour des cochers aussi dans la ville. Et d'autres moyens de transport, comme ici, les grandes tapissières tirées par des chevaux, qui étaient un moyen de transport très fréquent au XIXe siècle, mais qui avait été remplacé par des moyens de transport plus modernes dans les années 1910. Et surtout, on marche énormément dans Paris, qui est quelque chose qui est moins finalement transposable en photographie, parce que quand on voit une foule, voilà, la foule en déplacement, elle est plus difficile à saisir de ce point de vue-là. On a quand même des indices du bouleversement que ça a représenté pour les Parisiens, parce que le 1er juin 1916, quand, je me suis trompée d'ailleurs, c'est au mois d'avril, en avril 1916, quand la ligne d'autobus Madeleine-Bastille est réouverte, c'est vécu comme un événement, pas juste d'un point de vue pratique, parce que les gens peuvent de nouveau se déplacer, mais les gens se précipitent pour, d'un point de vue symbolique, finalement, pouvoir remonter dans ces autobus qui faisaient cette ligne-là. Donc là, c'est une photographie qui témoigne de ce premier jour de réouverture de la ligne. Alors c'est vrai que les transports, outre la réquisition par l'armée, souffrent aussi des problèmes de pénurie d'essence qui vont contribuer à réduire le trafic à peu près à la même période où finalement cette ligne Madeleine-Bastille rouvre. En réalité, il y a déjà des problèmes de rationnement d'essence qui vont aussi limiter l'utilisation des transports par les Parisiens, puisque seuls les militaires, les fournisseurs des armées ou le personnel de la Croix-Rouge, par exemple, va pouvoir utiliser l'automobile à l'intérieur de Paris. C'est eux qui ont accès au stock d'essence. Alors ça représentait un bouleversement important pour les Parisiens qui ont eu le sentiment de finalement devoir retourner à des modes de déplacement qui étaient ceux finalement des campagnes ou de ceux qu'ils avaient pu connaître eux-mêmes étant plus jeunes, pour toute la part des provinciaux qui étaient montés à Paris, qui sont une part importante de la population de Paris en 1914. Néanmoins, si on regarde un petit peu la fin de l'histoire, paradoxalement, la guerre, elle va contribuer à accélérer la domination de la voiture dans la capitale, puisque par exemple les bateaux omnibus qui transportaient 13 millions de voyageurs en 1913, à la fin de la guerre, en 18-19, ça a été divisé par quasiment 3, plus que 5 millions de voyageurs transportés, avant que le service soit complètement supprimé à partir de 1934. Donc il y a ce côté un peu paradoxal, c'est qu'à la fois la population se plaint de devoir recourir à pied, en fait, de devoir se déplacer à pied ou à vélo, et finalement, à terme, ça accélère cette présence de la voiture individuelle ou par le biais des autobus. Alors, deuxième élément de la transformation de l'environnement des Parisiens, c'est une forme d'anarchie métropolitaine et le sentiment de se trouver dans un environnement champêtre, alors même qu'un des éléments centraux de la modernité, c'était cet ordonnancement de l'espace public, les rues, les immeubles haussmanniens, cette volonté de maîtriser les odeurs et les déchets, notamment dans les quartiers centraux, par exemple, à partir de la mise en place, dans les années 1880, du ramassage des ordures obligatoires dans un récipient fermé qui était déposé, rassemblé sur le trottoir et collecté devant les immeubles. Avant 1914, on avait affaire à un espace très minéralisé, symbolisé aussi par ces monuments. Et donc, ici, je vous ai mis deux photos de ce qui a représenté un élément de rupture important pour les Parisiens, qui sont les milliers de têtes de bétail réquisitionnées en partance pour le front, qui, en août 14, mais aussi dans la suite du conflit, sont regroupés dans différents... alors, qui traversent les rues de Paris,
Jusque la Villette, les marchés traditionnels d'abattage des bestiaux, mais tous ne sont pas destinés à être abattus à la Villette, qui n'a pas la capacité d'abattre sur place tout le bétail qui est nécessaire au ravitaillement quotidien du front. Et donc une partie de ce bétail est envoyée vivant au front, où il est stocké dans des grands parcs à bétail avant d'être abattu au fur et à mesure des besoins des soldats. Et de fait, il y a un besoin d'espace pour les armées qui fait que ce bétail se retrouve regroupé cours de l'arène, où on va trouver des troupeaux de bœufs, de vaches et de moutons qui créent une pagaille immense, mélangée aux soldats qui eux aussi partent pour le front. C'est le cas aussi sur les gens de course d'Auteuil ou de Longchamp qui sont transformés en parcs à bétail, comme vous le voyez ici, improvisé. On voit ici à droite l'hippodrome d'Auteuil qui a été transformé avec des barrières sommaires pour accueillir les vaches en partance pour le front. Dans ces espaces qui étaient auparavant des espaces de divertissement pour les élites parisiennes, le tout Paris qui assistait au concours hippique. De la même manière, la ville, elle est aussi gagnée par les végétaux, la nature en général, alors la nature contrôlée, la nature productive pour l'alimentation. Alors ça, c'est quelque chose qui s'inscrit dans une forme de... Alors il y a deux aspects, on peut dire. Il y a une forme de mobilisation des ventres. C'est ce que vous voyez sur l'affiche de droite, qui est une affiche qui est issue d'un concours de dessin au sein des écoles parisiennes, où les enfants devaient produire des affiches les incitant aux restrictions. Il y a beaucoup de choses qui touchent l'alimentation, un petit peu de choses qui touchent l'essence aussi. Et donc cette idée, c'est comment est-ce que chacun, individuellement, peut contribuer à l'effort de guerre en restreignant, modifiant sa consommation dans sa cuisine pour réserver une partie des denrées de base pour les soldats. Paris connaît aussi, à partir de 1915, une crise de l'approvisionnement. Alors ça tient d'une part à la mobilisation des paysans. L'essentiel de l'armée française est constitué de paysans, donc il y a des difficultés de production qui se font sentir dans les campagnes. Et globalement, une diminution de la part des légumes frais dans l'alimentation des Parisiens. Qui va se traduire par exemple par l'augmentation des légumes qui étaient au cœur de la soupe des Parisiens. Alors ça me fait penser à toutes ces pratiques qui étaient faites par exemple dans la plaine des Vertus à Aubervilliers, dont on avait parlé dans l'exposition Nourrir Paris. Par exemple, entre 1914 et 1916, le prix des œufs est multiplié par 2. Les carottes, les pommes de terre, les poireaux, les choux, qui forment la base des soupes, de l'alimentation vraiment populaire, sont multipliés par 2 et 3 pendant la guerre. Donc ça, il y a un impact concret sur le budget des Parisiens qui cherchent à trouver des solutions pour cela. Ça veut dire que dans les très nombreux espaces soit déjà aménagés, comme ici le jardin des Tuileries, ou les zones encore non construites, vous allez trouver des pratiques de potager urbain, spontanés ou organisés par des associations qui sont relativement nouvelles dans la capitale et qui traduisent ce besoin de trouver des solutions concrètes à cette problématique du manque de produits frais et de légumes en particulier pour les Parisiens. Alors, à gauche, on voit ce qu'a intéressé le photographe, cette collision entre cette femme très bien habillée, plutôt en tenue bourgeoise, avec un chapeau à la mode en 1917, qui est en train de bêcher ou on ne voit pas très bien les outils qu'elle utilise, au sein des jardins des Tuileries, donc c'est-à-dire au sein des jardins qui étaient très aménagés, des jardins d'ornement en plein cœur de Paris, qui pratiquent ces pratiques de jardinage. Alors, il y a des cours de jardinage qui étaient dispensés dans ces jardins. On n'a pas tellement de vues sur... aujourd'hui, j'ai pas trouvé d'archives sur à quel point ils ont réussi à produire, à quel point ces potagers étaient intéressants sur le plan de l'alimentation, mais vous avez comme ça dans de très nombreux
nombreux quartiers tout un tas d'initiatives pour produire des légumes. Un des aspects les plus spectaculaires et celui qui se fait à la plus grande échelle, c'est la mise en culture des fortifications par la Ligue du coin de terre et du foyer, alors qu'avait été fondée à la fin du 19e siècle par l'abbé Lemire, qui était une forme d'association et qui donc gérait à peu près 17 000 potagers avant 1914, mais qui n'avait pas autant pris en France qu'elle avait pris par exemple au Royaume-Uni, où il y avait vraiment déjà une pratique un peu plus ancrée des potagers urbains. À partir de 1917, il y a cette mise en culture, dont vous avez le résultat sur les photographies, des fortifications, donc en périphérie de Paris, par la Ligue du coin de terre et du foyer, qui sont présentées comme des cultures patriotiques. Et le week-end, les Parisiens sont très nombreux, alors pas forcément participer aux plantations ou au défrichement, mais qui vont observer les différentes activités qui s'y mènent. Donc à la fin de 1917, ils ont réussi à installer comme ça 300 potagers, donc de quand même assez grande envergure dans Paris, 2500 dans l'ensemble du département de la Seine. Et on a une vue, je vais vous la mettre là, un peu plus près, des installations sous forme de cabanes, de jardins. Alors, un des problèmes qu'il y a, c'est que souvent, c'est représenté sans qu'on voit les gens travailler, en fait. Alors ça peut être lié au procédé de l'autochrome, qui date de 1913 et qui, en fait, il y a une sensibilité à la lumière particulière qui fait que si les gens bougent trop vite, en fait, ils n'apparaissent pas sur la photo. Donc là, vous avez peut-être tout un tas de personnes fantômes en train... Alors, on en voit un petit peu de loin, mais en réalité, s'ils sont dans une activité assez rapide, ils sont peut-être présents sur place, mais pas sur la photographie. Ça, c'est une des problématiques de l'autochrome, où parfois on a l'impression que les rues sont très très vides, alors que c'est juste que quelqu'un est en train de traverser rapidement. Et donc vous allez parfois voir un bout de bras ou un bout de son épaule, mais pas la partie qui bouge le plus vite. Mais bon, ça c'est un des exemples de ce type d'installation sur les fortifications de Paris. Alors, on l'observe aussi dans d'autres espaces, comme sur une des photographies qui, à mon sens, représente peut-être le mieux cette collision, en fait, à la fois de la modernité, de la monumentalité parisienne, avec à l'arrière-plan le Panthéon et un jardin potager qui est installé pendant la guerre dans une des friches qui existe à proximité. Donc aujourd'hui, ça n'existe plus. Il y a soit un bâtiment avec un petit jardin, mais en fait maintenant, c'est complètement construit. Donc vous pouvez voir très vraisemblablement des betteraves sur un rang de betteraves, et puis des courges aussi sur une partie de la parcelle. Donc ça, c'est quelques exemples qu'on a de pratiques qui sont importantes à l'échelle de Paris et de la région parisienne. On voit ainsi, par exemple, dans des espaces aussi qui étaient très symboliques, à la fois du prestige parisien, comme l'avenue de la Malmaison, où vous trouviez l'ancienne résidence de Napoléon et de Joséphine. On a des descriptions de 80 mètres de haricots qui sont plantés de balcon en balcon sur cet espace. Tout à côté de la Bibliothèque nationale, rue de Richelieu, là, il y a des parcelles de choux, par exemple. Alors, c'est très difficile d'avoir une vision globale parce que dans la presse, la description, c'est plus sous forme d'anecdotes ou de... c'est impossible de déterminer, par exemple, quelles sont les capacités vraiment réelles de production. Mais il y a vraiment ce sentiment que d'un coup, il y a une sorte de nature pas très bien contrôlée, en fait, qui s'est installée en ville. Comme on l'observe aussi, alors dans des espaces un petit peu plus loin du cœur de Paris, mais que j'ai trouvé intéressant quand même. Ici, c'est des cultures potagères qui sont faites dans les carrés potagers du Trianon à Versailles, qui, depuis l'Ancien Régime, c'était des lieux un peu d'expérimentation, de nouvelles techniques potagères. Mais vous avez ici cette collision, finalement, entre... Versailles, qu'on ne devine pas vraiment, c'est juste dans le titre, et puis la main-d'œuvre ici indochinoise qui a été
réquisitionné, enfin qui a été recruté en Indochine pour venir travailler dans les plantations. Et une partie des plants que vous avez ici sont des plants qui sont envoyés au front, notamment les plantations de choux, carottes, etc., pour servir ensuite dans des potagers pour les soldats. Il y a vraiment ce lien entre le front et l'arrière qui est fait ici, qui est assez intéressant sur voilà, cette part importante de la ville productrice dans la capitale. Alors de la même manière, on voit, alors on a des descriptions des petits élevages de volailles ou de lapins qui sont faits par les familles au sein des immeubles ou dans les cours, notamment dans les quartiers populaires périphériques, pour pouvoir avoir un petit apport supplémentaire en produits carnés. D'autres descriptions aussi, alors malheureusement je n'ai pas trouvé de photographie parce que celles que j'avais trouvées étaient beaucoup trop jolies, ne correspondaient pas du tout à la période de la guerre et je pense que ça aurait faussé votre vision, sur la question des étalages de fleuristes, où il y a toute une disparition pendant la guerre des fleurs nobles qui étaient intégrées à tout l'art floral à la française, qui deviennent, faute de les circuits de production et d'importation, notamment typiquement le muguet qui était très largement produit avant la Première Guerre mondiale et importé de la ville de Hambourg en Allemagne. Désormais, c'est dans le camp ennemi, donc tous ces circuits sont complètement rompus. Et par ailleurs, ça fait vraiment partie du type de production qui, en temps de guerre, n'est pas jugé prioritaire. On est sur de la production de luxe et donc il y a un remplacement qui est vécu aussi comme une forme de participation à l'effort de guerre de ces fleurs nobles par des étalages qui sont constitués de courges, de coloquintes, de citrouilles qui sont remplies de piments, de chardon ou de physalis pour essayer de compenser cette difficulté à trouver des fleurs d'importation. Allez, donc cette impression d'anarchie, elle est renforcée à Paris par des problématiques de gestion des déchets, dont j'ai parlé un petit peu tout à l'heure, qui peuvent être liés par exemple à cette présence de bétail qui traverse la ville, qui est parqué dans des endroits qui n'étaient pas prévus pour ça avant le conflit. Qui est lié aussi au manque de main-d'œuvre, c'est-à-dire une large partie du personnel municipal parisien, notamment évidemment masculin, est mobilisé et qui explique ces scènes critiquées par les Parisiens des poubelles abandonnées dans les rues, ici pour cause de mobilisation des boues. Alors c'est d'autant plus problématique à certaines périodes de l'année, comme par exemple l'hiver ici, que par ailleurs vous avez certains hivers difficiles avec des quantités importantes de neige qui ne sont pas non plus dégagées des villes. Alors cette question des miasmes de la ville, c'est quelque chose qui était encore souvent dénoncé au début du XXe siècle à Paris. C'est pas quelque chose qui était complètement encore harmonisé, systématique, complètement efficace. Il y avait des règles, par exemple, qui imposaient aux propriétaires de fournir aux locataires des immeubles les poubelles en question pour le ramassage collectif, qui n'étaient pas forcément suivies. Néanmoins, la différence avec la période de la guerre, elle est quand même suffisamment importante pour que certains photographes prennent ces photographies et qu'on ait dans ces témoignages, on trouve aussi des témoignages sur toute cette problématique des poubelles abandonnées dans les quartiers centraux et des miasmes de la ville, y compris dans des quartiers où c'était quand même plus maîtrisé. Il y a aussi tout un discours qui est assez nouveau concernant la question des odeurs corporelles et de très nombreuses remarques qui sont faites sur la question des problèmes d'hygiène dans la ville. Odeurs corporelles qui sont associées par exemple à toute la question des soldats qui reviennent du front en permission à partir de 1915. Alors là aussi, c'est quelque chose sur lequel on peut trouver des éléments, surtout dans la presse du front en fait. Vous n'allez pas forcément trouver ça dans la presse quotidienne parisienne qui ne va pas aller sur ce terrain-là pour critiquer l'odeur des soldats qui reviennent du front en ayant risqué leur vie. Néanmoins, on a un certain nombre d'éléments. Comme vous les voyez, alors, sur le noir et blanc, c'est un peu gommé, mais vous voyez systématiquement en fait, que quand ils débarquent, gare du Nord ou gare de l'Est, ils sont encore tout couverts en fait,
debout, la capote sale, parce qu'il n'y a pas au front les installations d'hygiène suffisantes pour leur permettre de faire une grande toilette avant de revenir dans leur famille. Et cet uniforme parisien que vous avez ici, enfin français, pardon, de 1915, la tenue bleu horizon, vous la connaissez, vous l'avez peut-être déjà vu, ce drap de laine extrêmement épais, qui cherche très mal, qui sèche très mal, qui sent voilà, le rance. Il voyage aussi, ces soldats, dans des trains très longs dans lesquels il n'y a pas de toilette. Et donc, quand ils arrivent à Paris, il y a une espèce de choc pour eux et pour les Parisiens, mais qui est très mal vécu par les soldats, de se retrouver en fait dans un environnement où quand même on a gardé des habitudes d'hygiène antérieures à la guerre et que eux-mêmes en fait ne sont pas capables en fait d'avoir pour eux-mêmes au moment en fait où ils arrivent. Donc ça a été vraiment vécu comme une humiliation par les soldats. Ils se comparent très souvent dans la presse du front, dans les témoignages, à des hommes de caverne, ayant des hommes préhistoriques. On trouve beaucoup ce type d'expression, qui ne seraient pas capables d'avoir le minimum de pratiques d'hygiène. Et c'est aussi pour ça qu'ils ont très mal vécu dans un premier temps le surnom de poilu, qui est un terme qui avait été forgé à l'arrière par les civils à partir de 1914 et qui ensuite finalement a été adopté par les soldats, mais ça a pris beaucoup de temps parce que eux, ils étaient demandeurs en fait d'installation d'hygiène et qui n'étaient pas disponible pour eux. Et ça, on le retrouve quand même un petit peu dans la presse, par exemple, comme dans cette caricature, pas permissionnaire moi, t'as donc le nez bouché, dit un soldat, un serveur d'un café parisien. Alors, la dernière dimension que je voudrais évoquer, c'est toute la question de la protection de la capitale par rapport au bombardement. Donc vous avez quelques éléments ici que je vais commenter ensuite, qui commence dès l'été 1914, quand, pour se protéger de l'avancée des Allemands, avant que les lignes de front se fixent sur les tranchées quasiment jusqu'au mois de mars 1918, la mise en défense de la capitale, qui se transforme en camp retranché, provoque un énorme chaos à toutes les portes de Paris. Et on a ici cette vision d'une capitale qui se referme sur elle-même, qui abat les branches des arbres pour créer ce type des obstructions sur les routes. Ici, on est route d'Orléans à hauteur de la porte d'Orléans, qui se ferme aussi par des grilles. Donc ça, cette fermeture, cette refermeture de la capitale sur elle-même à titre de protection, c'est aussi vécu comme un retour à un état antérieur à la civilisation, lié au conflit armé, à la perspective d'être assiégé aussi, que vous avez là, et qui se traduit ici par le blindage des grilles. Donc ici, porte d'Orléans, mais au fond que vous avez à toutes les portes de Paris, puisque désormais, il faut des laissez-passer pour entrer et sortir de la capitale, qui est protégée de l'avance ennemie, en 1914 en particulier, et puis ensuite au printemps 1918 aussi. Deuxième aspect de cette protection de la capitale, c'est les protections qui sont prises face au risque de bombardement. Alors, pour un certain nombre de biens précieux, on peut les déplacer. C'est le cas d'un certain nombre de chefs-d'œuvre du Louvre qui sont déplacés dans le midi de la France, des vitraux de la Sainte-Chapelle qui sont démontés, mais il y a un certain nombre de problèmes qui se posent, tout à fait pratiques, pour les monuments qui sont de trop grande taille, qui ne sont pas faciles à déplacer et qui sont là aussi des emblèmes de la modernité parisienne, comme les fontaines, les grands monuments, les colonnes, les statues. Et donc, c'est dans ce cadre que se met en place, alors là, c'est des photographies de mars 1918 où un certain nombre de choses sont renforcées
Mais on l'observe en fait dès 1914 et surtout 1915, avec la mise en place de protections par des sacs de sable, par des madriers en bois. Les fenêtres des boutiques elles-mêmes sont renforcées par des bandes en papier qui sont collées dessus. Et dans de très nombreux espaces, vous avez ici des monuments en fait qui sont complètement masqués et une ville qui se retrouve comme momifiée. Et tous les grands monuments qui ont fait cette réputation de Paris à l'étranger sont invisibles en fait à l'œil nu. Alors à gauche, vous avez les statues des jardins des Tuileries. Donc, il faut imaginer qu'un petit peu plus loin, vous avez ces potagers par ailleurs. Et donc, cette vision globale finalement d'une ville qui n'est plus dans l'aspect qu'elle avait avant 1914, mais qui au contraire a cet aspect de chantier permanent complètement bouleversé. Et puis donc à droite, le renforcement des protections en mars 1918, c'est au moment où les canons de Paris, que vous connaissez peut-être sous le terme de Grosse Bertha, qui sont situés à 120 km de Paris, commencent à frapper la capitale avec un effet de surprise et des risques beaucoup plus grands puisqu'ils sont invisibles, contrairement aux frappes qui auparavant étaient opérées par exemple par les Zeppelins ou l'aviation. Et donc vous avez ce renforcement, donc plusieurs phases au cours de la guerre, de travaux pour renforcer cette protection des œuvres d'art. Et donc c'est toute une esthétique finalement typique qui disparaît ici. Alors je vous en ai pris d'autres exemples. C'est le cas aussi ici du bas-relief de François Rude qui est installé sur l'Arc de Triomphe, la Marseillaise. On voit toute la partie basse ici qui est protégée avec des travaux de plusieurs jours à chaque fois pour protéger ces monuments. Et puis à droite, alors une photographie qui là encore vise à protéger la cathédrale de Notre-Dame, qui avait déjà fait l'objet d'un certain nombre de protections au début du conflit, des portes, des vitraux, des statues ou autres, et qui fait l'objet en 1918 d'une nouvelle phase de protection ici. Donc cette disparition des éléments les plus importants de la monumentalité, de l'esthétique parisienne, s'accompagne aussi d'une modification de sa luminosité, une diminution des illuminations privées au sein des familles, avec un certain nombre de législations, et aussi des modifications qui concernent l'éclairage privé. Certains jours, faute de clients, faute de patrons aussi qui pour certains sont mobilisés, pour faire face à la pénurie aussi alimentaire ou de certains produits, les rideaux des commerces sont fermés beaucoup plus tôt que d'habitude. Les boucheries sont aussi fermées à partir de 1917, 2 jours par semaine. Donc vous avez une capitale qui se cloisonne. Dès le début du conflit, les réverbères sont ainsi éteints dans un rayon de 2 km autour de la Tour Eiffel, qui est vraiment pour l'aviation ennemie, un des points de repère qui risque d'attirer les bombardements. Cette diminution de l'éclairage public, vous avez ainsi plusieurs ordonnances de la préfecture de police de Paris qui sont prises au cours du conflit. Donc je vous ai mis ici un témoignage qui indique l'effet immédiat de celle qui est prise au mois de janvier 1915 par un habitant de Neuilly qui témoigne. Toutes les boutiques ont assombri leur devanture, certains commerçants n'ont allumé qu'un bec en veilleuse, d'autres ont baissé leur rideau de fer aux 2 tiers, d'autres ont tout fermé, ne laissant que la porte éclairée. D'autres ont enveloppé un bec avec du papier, etc. Becs, ici, c'est les becs de gaz. Dans les immeubles, sur les façades, il n'y a que de loin en loin une rare fenêtre éclairée, mais les agents ont l'ordre de verbaliser, et demain tout sera noir. L'avenue, qui n'était pas très gaie le soir, est maintenant lugubre. Où sont les illuminations des soirs de la fête de Neuilly? Le lendemain, il décrit, les abords des fortifications sont très noirs. Et en sortant du métro, donc pour lui c'est porte-maillot, on croirait pénétrer dans un four. Cela donne une profonde impression de tristesse, ajoutée à celle qui ressentait déjà.
De fait, il y a une très forte réduction du nombre de becs de gaz qui sont éclairés, donc à la fois pour se protéger des bombardements et aussi pour faire des économies. Il y a aussi une pratique qui est mise en place, c'est de mettre des petits capuchons sur les réverbères. C'est ce que vous voyez sur la droite, des petits capuchons en métal pour rabattre la lumière vers le bas et éviter de renseigner l'aviation ennemie sur les localisations des gares en particulier ou des installations stratégiques de Paris. Et donc ça, c'est suffisamment important pour que ça ait été transformé comme ici en carte postale avec ce soldat qui fait des blagues en débarquant du front face à des Parisiennes. En pratique, vous avez selon les... Alors ça varie au fil du conflit, mais vous avez selon les moments il reste plus qu'un tiers à un quart des réverbères habituels en fonctionnement dans Paris. Et de fait, beaucoup de témoins s'étonnent de trouver Paris tout noir après 22 heures dans cette ville où il n'y a plus que les faisceaux des projecteurs anti-aériens qui traversent le ciel. Alors, ça donne lieu à une sorte... Enfin, il y a pas mal de représentations de ça, comme ici dans la presse du Front. Ça vaut des moqueries à l'égard des Parisiens, où il y a tout un tas d'articles sur le civil parisien qui est complètement déboussolé face à la perte de ses repères, où ici... Il se heurte au trottoir, bute contre les refuges, les estacades, les chantiers de démolition, s'éclabousse, manque de se rompre le cou à chaque pas. Comme si toute cette ville, bien éclairée, bien ordonnancée, avec les trottoirs où on pouvait circuler facilement, avait disparu. Et on a parfois d'ailleurs des descriptions qui témoignent d'une montée d'un sentiment d'insécurité dans Paris, lié à ces accidents et tous les obstacles qu'il peut y avoir au quotidien dans les déplacements des Parisiens. Donc ces bombardements ou le risque de bombardement, il est massivement représenté, comme ici dans ces petites revues à 40 centimes, donc à bas coût, qui étaient vendues et qui étaient des petites collections thématiques sur le thème de la guerre. Et surtout, c'est à l'origine d'un certain nombre de représentations et de la redécouverte des ciels de Paris, qui avaient été massivement représentés, par exemple, dans les tableaux des impressionnistes, qui cherchaient à jouer notamment sur toutes ces lumières, qui étaient aussi, il y avait aussi au XIXe siècle ce sentiment de la disparition du ciel, la difficulté par exemple à distinguer les étoiles dans le ciel de Paris. Avec toute la restriction des illuminations, la baisse de l'éclairage public, il y a le sentiment pour les Parisiens de redécouvrir le ciel de la ville, et notamment le fait que ce ciel serait teinté d'une couleur bleue, comme celle que vous trouvez ici dans ces deux dessins de Maurice Busset. Alors donc, le premier il représente un incendie lié à un bombardement rue de Rivoli au mois d'avril 1918, donc par les canons de Paris dit Grosse Bertha. Et puis cette impression que vous avez à droite où on voit à la fois des éléments du décor traditionnel parisien, comme ici Notre-Dame, la Seine, les ponts, mais sur laquelle des sirènes d'alerte ont été installées et un ciel sur fond bleu qui est traversé par les lumières des anti-aériennes. C'est quelque chose qui est extrêmement présent dans les représentations picturales de la guerre. Vous trouvez aussi un autre élément dans ce tableau de Maurice Jean Bourguignon sur le raid des Zeppelins, qui date de 1916, et qu'on retrouve aussi dans le dernier tome de La recherche du temps perdu de Marcel Proust, qui est publié en 1927, mais où il y a énormément de descriptions de ce Paris qu'il a connu, puisqu'il n'a pas été mobilisé, il est resté à Paris pendant la guerre, et où il témoigne ici de cette
voilà, ce nouveau sentiment de redécouvrir le ciel de Paris, hein, qui décrit une immense mer nuance de turquoise qui se retire et qui emporte avec elle, sans qu'ils s'en aperçoivent, les hommes entraînés dans l'immense révolution de la Terre, sur laquelle ils sont assez fous pour continuer leur révolution. Et donc il fait le parallèle entre finalement ce retour, les ciels, le retour du bleu, comme un écho hein, aussi à la tenue bleu horizon des soldats, et l'impuissance hein, des hommes face à la guerre. Alors, ce qui est intéressant dans ces différentes thématiques aussi, c'est comment très fréquemment on a des choses qui sont assez ambivalentes, c'est-à-dire à la fois ce ciel qu'on découvre de nouveau, c'est quelque chose de menaçant, parce que si on peut le voir, en fait, c'est aussi parce qu'il y a le risque des bombardements. Mais en même temps, il y a une forme de sensibilité à la poésie du ciel hein, qu'on redécouvre, qu'on revoit de nouveau, et qui est assez typique hein, des représentations très ambivalentes hein, de la capitale, que ce soit à propos des bruits, des odeurs, des lumières. Et donc, pour conclure hein, sur cette présentation, ce rapport à la modernité hein, est complètement bouleversé pendant la Première Guerre mondiale. Et c'est très ancré à la fois chez la population parisienne, hommes et femmes qui est restée dans la capitale, les soldats de passage hein, qui comparent la ville avec le front, et eux ils sont contents et ils espéraient retrouver ces scènes, ces signes de modernité, et puis ce sentiment de retour à un état de nature hein, qui donne finalement naissance à cette atmosphère de guerre hein, très typique, hein, qui est très présente dans les représentations du temps de guerre. Chez ces différentes personnes, hein, les soldats, les civils parisiens, les étrangers en visite dans la capitale, ces bouleversements, hein, ce retour de la nature en ville, il est très souvent vécu sur le mode de la nostalgie. Il y a ce regret hein, de la monumentalité de la ville, du rythme de la ville, de tout ce qui faisait la modernité parisienne, parce que c'est associé à cet âge d'or du temps de paix. À certains moments, il y a des témoignages hein, où on se félicite par exemple de la disparition des odeurs d'essence, des fumées aussi, hein, ou que c'est plus calme, c'est moins risqué pour les piétons. Mais ce qui domine hein, globalement, c'est plutôt un regret en fait de tous ces éléments de modernité, des rythmes qui étaient caractéristiques de la capitale. Et dans le contexte de la Première Guerre mondiale, ça a beaucoup contribué finalement à faire de l'expérience des Parisiens en guerre aussi, celui d'un sentiment de dépérissement, d'abandon ou de désolation. Alors je voudrais quand même finir par noter que, comme d'ailleurs c'est le cas dans l'exposition, hein, beaucoup de ce que je vous dis, c'est des choses qui sont surtout valables pour les quartiers les plus prestigieux de Paris, les plus centraux hein, de la capitale à l'époque, où évidemment le contraste avec l'avant-guerre en termes de lumière, en termes de fréquentation par les automobiles, de vitesse, de desserte par les transports publics, tranche le plus avec ce qu'il y avait pendant la guerre. Hein, c'était bien le cœur des aménagements urbains hein, haussmanniens qui sont le plus touchés, et c'est beaucoup moins le cas dans les quartiers populaires périphériques où au fond la ville était moins ordonnancée, vous avez encore énormément de friches, hein, y compris avant 1914. Et c'est vrai que c'est une dimension qui m'a beaucoup frappée dans l'exposition, hein, je pense peut-être beaucoup d'entre vous l'ont déjà vu, mais au fond, cette exposition sur le Paris de la modernité, c'est aussi une exposition avant tout sur les élites parisiennes, en fait, face à la modernité, et assez peu finalement sur la manière dont ça se diffuse dans les milieux populaires, sauf peut-être à travers la question des transports publics, hein, je dirais. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour cette traversée de Paris, de la terre bêchée et retournée dans les jardins jusqu'au ciel traversé par les raids des Zeppelins. La parole est à la salle, donc il y a des questions. Bon, je lance la première question. Moi, je voulais savoir si tout revient très vite, parce que c'est une idée qu'on a souvent eue après le confinement, même récemment,
que Paris allait sortir transformé du confinement et puis que finalement tout était revenu comme avant, sans que les leçons qu'on espérait avoir tirées de ce confinement aient été tirées. Et je voulais savoir si, de la même façon, au lendemain de la guerre, la ville peut-être trépidante, rapide, angoissante peut-être parfois, était revenue comme avant, ou est-ce que, est-ce que ça avait pris du temps, ou est-ce que... C'est vrai que cette question du retour des rythmes de la ville lumière, c'est très attaché à cette image des années folles, hein, les années 1920. Mais en réalité, ça prend quand même un certain temps parce que tout ça se démonte. En fait, ça prend du temps. Le manque de main-d'œuvre, en fait, et l'absence des hommes, elle se fait sentir pendant plusieurs années, hein, parce que la démobilisation, elle se fait pas du tout de suite dès l'armistice. En fait, ça prend plusieurs années, le temps que toutes les classes soient démobilisées. Et qu'il y ait ce retour à la normale. De la même manière, hein, alors, ce qui est difficile parfois à faire le lien, c'est comment certaines habitudes, typiquement là, je vous ai donné des exemples des potagers urbains. Alors, c'est jamais quelque chose de forcément très, très continu. Ça ne va pas être généralisé dans les années 20 et 30, hein, cette pratique des potagers urbains, mais néanmoins, soit au moment de la crise des années 30, soit après, pendant la Seconde Guerre mondiale, vous aurez aussi ces tentatives, hein, où, on s'appuiera sur l'expérience de la Première Guerre mondiale pour remettre en culture un certain nombre de pratiques, alors avec beaucoup moins de succès, parce qu'évidemment, la pénurie de la Seconde Guerre mondiale étant beaucoup plus importante, ça arrive d'autant moins à compenser. Mais en réalité, hein, le retour à la normale, il n'est pas du tout aussi rapide, hein, qu'on peut le penser, parce que les approvisionnements, il y a la question de la pénurie d'énergie, etc., qui prend plusieurs années à chaque fois pour se résoudre. Merci. Oui, bonjour. Je voudrais savoir, est-ce qu'avec tout ce que vous nous avez raconté sur Paris, est-ce qu'avec l'arrivée de la Grosse Bertha, est-ce qu'on peut généraliser ces règles sur toute la moitié, enfin le tiers nord de la France, pour des autres villes de la France, ou est-ce que c'est spécifique à Paris, ce que vous nous avez raconté? Concernant les bombardements, concernant la question des protections, ce type de choses, quoi. Concernant tout ce que vous nous avez raconté. Ouais. Alors, on peut comparer à deux choses. C'est-à-dire, déjà, Paris, il a cette spécificité administrative pendant la guerre qu'il appartient à la zone de l'intérieur, c'est-à-dire qui est sous l'autorité du gouvernement, ministre de l'Intérieur. Alors que toute la zone des armées, elle est sous l'autorité du ministre de la guerre. Donc, ce n'est pas forcément la même organisation. Donc, oui, vous avez une protection des bâtiments publics, mais qui n'est pas du tout aussi systématique. Et au fond, dans les régions envahies ou zones de combat, c'est l'essentiel de la population, c'est une population militaire. Et c'est la question du combat, en fait, face à l'ennemi qui domine. Et donc, la protection, en fait, vous allez l'avoir dans une certaine mesure dans les grandes villes de l'arrière, Reims, Amiens, qui sont à portée des bombardements ennemis ou alliés d'ailleurs, hein, à certains moments, puisque certaines villes sont aussi bombardées par les alliés, notamment à la fin du conflit. Mais c'est beaucoup moins systématique qu'à Paris, parce que vous avez cette dimension stratégique de Paris où finalement il y a ce degré de protection politique, essayer d'éviter qu'elle soit la cible des bombardements, notamment la protection des gares, le caractère stratégique qui est tout à fait typique de la protection des capitales. C'est d'ailleurs la même chose quand on parle du Blitz à Londres en 1940. En fait, le Blitz des Allemands à Londres, ils vivent avant tout le port de Londres. Ce n'est pas la ville de Londres, mais il y a cette capacité économique, hein, qui est importante aussi et qui est liée à Paris. Et le couvre-feu, on peut le retrouver un peu partout, ou ça aussi c'est spécifique à Paris? Alors le couvre-feu, il est avant tout lié à des considérations de réduction de l'énergie, protection des bombardements. Ça, c'est pas quelque chose qui, à ma connaissance... Enfin, ce qui se passe, c'est que c'est compliqué d'avoir des chronologies globales, parce que très souvent, vous avez, pour beaucoup de législations, des choses qui sont d'abord prises à Paris, et qui ensuite s'étendent éventuellement à d'autres régions. C'est d'ailleurs, en fait, en 1911, vous aviez une harmonisation, hein, de l'heure en France sur tout le pays, et à partir de 1916, hein, c'est là où on va mettre en place l'heure d'hiver, en fait, qu'on connaît encore aujourd'hui, et qui là, à Paris, et puis éventuellement dans d'autres régions. Donc, il y a souvent un décalage, en fait, en réalité, entre ce qu'on observe à Paris et ce qu'on observe ailleurs.
Une autre question? Ils avaient fait un leurre, enfin un faux pari. Je voulais savoir s'il y avait un éclairage spécifique pour ce... Du faux pari? Du faux pari. Alors effectivement, il y a eu, pour protéger la gare de l'Est et la gare du Nord, qui étaient véritablement considérées comme un point névralgique de la capitale, dont il fallait c'est tout le problème de la centralisation des gares et du réseau ferroviaire parisien. Il y a eu une tentative en fait de faux pari, c'est-à-dire qui imitait l'aménagement des voies de chemin de fer et qui effectivement passait aussi par... alors il y avait des aménagements sous forme de structures en bois et aussi de la lumière, à ce qui me semble, qui était organisé dans l'ouest de Paris. Oui, moi j'aimerais savoir si vous savez... Pardon, oui. Oui, j'aimerais savoir si vous savez quelle a été la solution pour les animaux des zoos. Comment est-ce qu'ils ont été transférés ailleurs ou est-ce qu'ils ont été alimentés? Je ne sais pas. Sur les animaux des zoos, je sais que c'est une problématique qui avait été centrale avec toute une mythologie associée notamment au moment du siège de Paris 1870-71 à la consommation des animaux du jardin des plantes, etc. Mais non, je ne sais pas du tout pour la Première Guerre mondiale. Alors, dans des villes comme Berlin, par exemple, vous aviez voilà, le zoo de Berlin qui était un zoo aussi réputé à l'époque. En fait, ils avaient sorti les animaux des zoos pour servir d'animaux de trait. On a ainsi, par exemple, des scènes dans Berlin où les éléphants, en particulier du jardin zoologique de Berlin, sont réquisitionnés pour transporter. Mais ça ne peut pas valoir pour tous les animaux. Non, dans le cas de Paris, je ne sais pas spécialement. Ouais. Est-ce qu'il reste une question? Attendez le micro pour l'enregistrement. Comment étaient attribuées les parcelles pour les potagers? Comment ça s'organisait? Sur je sais, en pratique, alors au sein de l'association, là, ceux que je vous ai montrés, ils sont gérés par la Ligue du coin de terre et du foyer, si je les retrouve, ceux-là. Et en fait, en général, les parcelles, elles sont attribuées, donc les familles, elles candidatent et les parcelles, elles sont attribuées en fonction de la taille de la famille. L'idée étant que la Ligue du coin de terre et du foyer, elle a cet idéal un petit peu utopique de autoproduction et autoconsommation en fait des familles, et donc les tailles des parcelles, elles sont proportionnées aux familles de 4, 5, 6 personnes, et c'est attribué comme ça, voilà, en fonction de la taille de la famille. Alors, il n'y a pas eu trop d'études faites précisément sur ça, donc je ne peux pas vous répondre davantage, mais a priori, voilà, c'était un fonctionnement associatif, donc effectivement sous une forme de bénévolat. Il y avait aussi des appels à des dons de semences, par exemple auprès des firmes qui existaient comme Villemorin, qui ont donné des semences à titre patriotique pour ces jardins, pour pouvoir participer. Mais après, on était sur un fonctionnement plutôt, oui, effectivement, à titre associatif. Et en général, en fait, disons qu'il n'a pas manqué de jardins par rapport au nombre de personnes qui se sont portées volontaires. Parce que ça, c'est quelque chose qui était dans le cadre de l'association. Et ensuite, il y avait toutes les possibilités qu'avaient les familles de lancer leur propre potager dans les friches, au sein des quartiers directement. Il n'y a plus de questions. S'il n'y a plus de questions, il nous reste à remercier Emmanuelle Cronier. Merci à vous.